Alors, l'affaire CNews illustre l'incroyable complexité à réguler le discours politique, l'incroyable complexité, mais surtout les risques énormes de censure partisane qu'il existe chaque fois qu'on essaie de réguler le discours politique. Je rappelle rapidement d'abord, la liberté d'expression s'appuie, les arguments qui soutiennent la liberté d'expression se classent en trois grandes catégories. La première catégorie qu'on va appeler la liberté d'expression comme droit individuel. La liberté d'expression est bonne et nécessaire à l'être humain pour développer sa personnalité. Nous sommes des êtres de langage, des êtres sociaux. Donc à partir du moment où on empêche quelqu'un d'exprimer sa pensée, on tronque sa personnalité, on l'empêche de vivre pleinement. La liberté d'expression est un droit individuel, la liberté donc de s'exprimer, mais aussi la liberté d'écouter sans demander l'avis du reste de la tribu en permanence. C'est un droit protégé. Ça c'est le premier grand pilier. Le deuxième pilier, c'est un pilier plutôt déontologique, et il y a deux autres piliers qui sont plutôt des piliers, on va dire, utilitaristes, dans le sens où la liberté d'expression n'est pas bonne en soi, elle est bonne pour les conséquences qu'elle a sur la société. Donc le deuxième pilier, donc le pilier sur la liberté d'expression, c'est la liberté d'expression comme recherche de la vérité. La liberté d'expression est bonne parce qu'elle permet d'obtenir la vérité, ou plutôt de chercher la vérité. On ne trouve pas la vérité tout seul. Pour trouver la vérité, il faut une confrontation des idées, il faut pouvoir exprimer sa pensée, et ensuite que d'autres soient libres d'écouter cette pensée, et libres de critiquer cette pensée. Et c'est comme c'est la recherche scientifique en particulier, c'est comme ça que par itération, petit à petit, on a des chances d'éliminer l'erreur et de s'approcher de la vérité. Le troisième pilier, celui qui nous intéresse, c'est la liberté d'expression comme processus dans la démocratie. Là encore, il ne s'agit pas d'un droit individuel, il s'agit d'un processus. La démocratie a structurellement besoin de la liberté d'expression pour fonctionner. À partir du moment où le peuple devient le souverain, à partir du moment où le peuple remplace le roi, eh bien le peuple, pour gouverner, a besoin des prérogatives que le roi avait. Et le roi, pour gouverner, avait besoin d'abord de s'exprimer librement vis-à-vis de son peuple ou vis-à-vis de ses conseillers. Donc, le peuple qui prend la place du roi a besoin de s'exprimer librement. Et le roi, pour pouvoir gouverner, avait besoin d'écouter ce qu'il se passait, d'écouter ses conseillers, d'écouter la société, d'écouter l'avis des autres, d'écouter l'avis de ses ennemis aussi, pour pouvoir gouverner correctement. Donc, le peuple qui prend la place du roi doit avoir les mêmes prérogatives pour gouverner, sinon il ne pourra pas gouverner. Donc, la démocratie est quelque chose, et la liberté d'expression sont intimement liés. C'est un pilier qui est essentiel dans la démocratie. Si on est démocrate, on est obligé, au moins sur le domaine politique, d'être partisan de la liberté d'expression. Si on touche à la liberté d'expression, par contre, on s'attaque à un pilier de la démocratie. Et Athènes, par exemple, donc l'inventeur ou le découvreur, je ne sais pas comment dire, l'Athènes antique, en avait extrêmement conscience. Les Athéniens de la Grèce antique, lorsqu'ils parlaient d'eux-mêmes comme démocratie, Athènes la démocratique, ne mettaient pas en avant le droit de vote, qui est aussi le mécanisme agrégatif qui permet de trancher les décisions. Ils parlaient d'abord de la liberté d'expression. Ils disaient nous sommes le peuple dont la langue est libre. Ils ne disaient pas nous sommes le peuple qui votons, nous sommes le peuple dont la langue est libre. Tellement la démocratie, le gouvernement du peuple par lui-même est essentiel, la liberté d'expression est essentielle. Et aujourd'hui encore, chaque fois qu'un démocrate touche à la liberté d'expression ou réduit la liberté d'expression, on est parfois obligé de le faire, il doit le faire d'une main tremblante parce qu'il scie un petit peu la branche sur laquelle il est assis. Un aristocrate n'a pas besoin d'avoir particulièrement la liberté d'expression. Si c'est une aristocratie qui gouverne, que ce soit une aristocratie par le mérite ou une aristocratie par le sang, si c'est une aristocratie qui gouverne, il n'y a pas besoin, puisque c'est l'aristocratie qui gouverne, le reste du peuple n'a pas un besoin particulier de la liberté d'expression, puisque de toute manière, ce n'est pas la liberté d'expression qui légitime le pouvoir politique. Le peuple, on peut limiter la liberté d'expression du peuple dans son intérêt, si on est un aristocrate. Si on est un démocrate, on ne peut pas faire ça, parce qu'on explique que le même citoyen qui a le discernement pour décider des dirigeants, par exemple, le même citoyen qui a le discernement pour décider que le président de la République qui peut utiliser l'arme nucléaire dans le pays, n'aurait pas le discernement ensuite, par exemple, pour trier les fake news, ou s'éloigner d'un discours de haine, ou de refuser un discours de sédition. Donc c'est contradictoire. Le même citoyen qui a le discernement de prendre des décisions extrêmement importantes n'aurait brutalement pour la liberté d'expression plus ce discernement-là. Donc chaque fois qu'un démocrate touche à la liberté d'expression, il se met un petit peu en porte-à-faux. Ça, c'est les grands principes. Mais la démocratie a bien sûr des tensions avec la liberté d'expression. Je vais en parler deux particulièrement. La première, c'est le fait que
La crainte, c'est que le libre discours finisse par détruire la démocratie elle-même, que ce soit par la sédition ou par le changement de régime politique. La démocratie, c'est le droit de s'engueuler tant qu'on veut, mais on a un espace supérieur dans lequel le peuple entier se retrouve, justement pour accepter collectivement le résultat de la délibération. Donc, un discours qui pourrait remettre en cause la démocratie ou remettre en cause le cadre commun comme la nation, la république ou la monarchie parlementaire, dans le cas de la monarchie parlementaire, eh bien ce discours-là s'attaque lui-même au fondement de ce qui justifie la liberté d'expression. Donc ça, c'est une première zone de tension qu'on retrouve d'ailleurs dès Athènes. Socrate, c'est Athènes la démocratique qui a mis à mort Socrate. Et la deuxième préoccupation qui est très présente à l'heure actuelle dans beaucoup de littérature universitaire, c'est le fait que le marché libre des idées tel qu'il est rêvé par les démocrates ne fonctionne pas correctement. C'est un marché libre défaillant. Donc l'idée générale, c'est donc que le libre débat va permettre aux meilleures idées pour gouverner d'émerger, de supplanter les autres. Et certains nous expliquent que le marché libre des idées est défaillant. Il y a d'énormes défaillances. Par exemple, les meilleures idées sont tues par les populistes ou par les démagogues. Les meilleures idées peuvent être, des mauvaises idées peuvent être supplantées des meilleures parce que un milliardaire veut soutenir des mauvaises idées, etc. Donc il y a toute une littérature. Alors c'est des propositions qui sont tout à fait raisonnables. Il y a Habermas qui a beaucoup écrit sur la délibération collective. Qu'est-ce qui pourrait optimiser le débat public? Mais pour un démocrate de surcroît libéral, il y a un vrai la tentation est donc la proposition est de dire, puisque le marché libre des idées est défaillant, il faut le corriger donc par de la réglementation et par des technocrates qui surveillent l'implémentation de cette réglementation. Mais pour un démocrate de surcroît libéral, donc le danger reste toujours présent, on limite la liberté d'expression des citoyens, et la deuxième préoccupation des démocrates libéraux, c'est d'une part qui surveille le gardien. À partir du moment où on dit que le marché libre est défaillant, on désigne des gardiens pour le rendre faillant ou pour le rendre plus performant. Alors c'est vrai qu'il est défaillant, mais c'est pas pour ça que le fait que des technocrates ou des fonctionnaires tentent de le rendre plus performant fonctionne. Pour deux raisons. D'abord parce que qui a les compétences pour réguler le discours politique? Le problème du langage, c'est qu'il est extrêmement fluide. Et le deuxième point, c'est qu'évidemment, il y a un vrai risque de contrôle partisan. Un groupe de la démocratie utilise le prétexte pour rendre le marché plus performant, pour évidemment favoriser ses idées et limiter les idées des autres. Et c'est ce qu'on retrouve pratiquement systématiquement comme phénomène. Ça crève les yeux dans l'affaire CNews. Il y a pratiquement tout qui devrait fonctionner, qui ne fonctionne pas correctement. Le premier point, c'est bien sûr qu'on voit que ceux qui se sont préoccupés du pluralisme sur la chaîne CNews sont eux-mêmes extrêmement partisans, que ce soit Julia Cagé ou Jost, j'ai oublié le nom, le sémillant scientifique qui nous explique que pour savoir si quelqu'un est d'extrême droite ou de droite, il faut lire Le Monde. Quelle méthode scientifique extraordinaire. En tout cas, ceux qui portent ce projet n'ont pas une volonté d'avoir un vrai pluralisme sur chaque chaîne de télé. Ils s'attaquent à un adversaire politique qu'ils n'aiment pas pour des bonnes ou pour des mauvaises raisons, à savoir CNews et sa ligne plutôt de droite. Mais ce n'est pas du tout une volonté d'améliorer le débat public ou d'améliorer la fluidité du débat public. C'est une volonté de taper sur un adversaire politique. Donc il y a déjà le côté partisan qui est extrêmement présent. Et puis, il y a le deuxième point, c'est qu'ensuite, la démocratie, comme la liberté d'expression est centrale dans la démocratie, il faut évidemment que tout changement qui régit la liberté d'expression soit extrêmement consensuel. On ne peut pas être ultra minoritaire et décider pour tout le monde. La liberté d'expression n'est pas assez performante, je vais l'améliorer avec telle règle ou telle règle supplémentaire. Il faut que ça soit largement débattu et que ça fasse preuve d'un grand consensus. Nous tous, malgré nos divisions politiques, malgré chacun nos étiquettes partisanes, eh bien on est d'accord pour que les règles communes soient légèrement différentes pour régler tel problème ou tel problème. Et on voit ici que ce n'est pas du tout le cas. Il s'agit donc du Conseil d'État qui a effectivement un droit prétorien, c'est-à-dire que le Conseil d'État produit de la jurisprudence, mais en l'occurrence, le législateur avait fait une loi en 1986 qui avait déjà précisé les modalités pour veiller à la pluralité d'une chaîne de télé.
cette règle est restée en place depuis 86 sans souci particulier, manifestement. Et le Conseil d'État prend sur lui, c'est-à-dire 12 juges, je crois, plus le rapporteur public, enfin je ne sais pas s'il compte parmi les juges, mais plus le rapporteur public, qui décide en petit comité, sans même la surveillance du Conseil d'État, enfin c'est vraiment une petite minorité qui décide d'aller plus loin que la loi. Et là, ça pose un deuxième problème. Normalement, c'est pas une jurisprudence dans le sens où ça ne comble pas un vide juridique pour une situation nouvelle. La situation est très ancienne. Et les règles et ça ne comble pas non plus un point sur lequel le législateur n'avait pas pensé. Le législateur avait déjà réfléchi à quelque chose. Et le Conseil d'État prend sur lui d'aller plus loin que le législateur sur un point le législateur avait déjà donné une solution. Donc on voit qu'au lieu d'avoir un immense consensus et un débat pour modifier les règles qui sont quand même assez structurantes, eh bien, c'est une toute petite minorité qui le fait pour changer ces règles-là. Enfin, les solutions alternatives qui sont proposées sont délirantes, mais là aussi, on se heurte au problème de contrôler le discours politique. La première solution, donc il vous faudrait que chaque chaîne en interne ait une pluralité, mais ça veut dire évidemment soit on fiche chaque individu. Quand il s'agit de définir la pluralité des hommes politiques, c'est évidemment assez facile. Un homme politique a une étiquette politique d'un parti, c'est lui qui le revendique, c'est lui qui la réclame. C'est assez facile de le positionner sur un spectre politique. À partir du moment où ce sont des gens qui ne sont pas encartés, ça devient extrêmement compliqué de savoir d'où vient ce discours. Donc il faut donc littéralement des fonctionnaires qui assignent soit à des individus, soit à des discours une étiquette politique, ce qui est lui-même une activité partisane. On donne donc à des fonctionnaires non élus, irrévocables, le droit de positionner chaque invité de chaque télé, de positionner politiquement chaque individu de chaque télé. C'est là aussi littéralement impossible. Et donc il y a aussi d'autres théories. Enfin, le Conseil d'État évoque aussi il faut juger la tendance parce qu'une seule intervention n'est pas suffisante. Donc, si c'est un phénomène extrêmement répété, eh bien, on a affaire à une sorte de tendance qu'il s'agit de contrôler. On voit bien que c'est quelque chose bon, évidemment pas libéral, mais ce n'est même pas quelque chose de démocratique. On a le fonctionnaire qui va essayer de réguler le discours des citoyens pour décider de la gouvernance de la cité. C'est antinomique avec la démocratie. Ça fait penser aussi un petit peu au débat sur la restauration, cette volonté de mettre une tendance à une chaîne politique. Pendant la restauration, Villèle, donc les ultra-royalistes, commençaient à être un petit peu embêtés parce que les journalistes devenaient assez prudents pour ne pas se faire attraper ni par la censure, ni par les tribunaux. Chaque journaliste écrivait ses articles au ciseau, au biseau, pour dire exactement ce qu'il avait envie de dire, sans tomber sous les fourches de la censure. Et donc, ils ont créé en 1822 une loi de tendance, c'est-à-dire qu'un journal n'était pas condamné seulement pour ce qu'avait dit un de ses journalistes, vous avez dit telle phrase qui est illégale, il était condamné pour la tendance sur plusieurs mois de plusieurs articles, et donc le très autoritaire régime ultra-royaliste a mis en place un système où des fonctionnaires allaient évaluer la tendance des journaux. Et donc c'est assez paradoxal aujourd'hui que 200 ans plus tard, pour une chaîne audiovisuelle, on se retrouve avec à nouveau une sorte de délit de tendance. Mais c'est même pire parce que c'est pas fait par des juges avec des avocats, c'est fait avec des fonctionnaires, une administration de la tendance politique de chaque chaîne. Il serait beaucoup plus sage d'abord d'arrêter de s'inquiéter de la pluralité au sein des rédactions ou d'une ligne électorale. Cette exigence et surtout en particulier à l'heure d'Internet, est complètement délirante. On n'exige pas des journaux qu'ils aient une pluralité au sein de la rédaction. Et le deuxième point, c'est qu'il faut surtout qu'une partie de l'extrême centre et de la gauche se ressaisissent. Le débat pluraliste, c'est pas un bug dans une démocratie, c'est une fonctionnalité. Donc utiliser l'arme administrative, même pas judiciaire d'ailleurs, administrative, pour faire taire des adversaires politiques est une folie, d'autant plus que ça crée des précédents que vos adversaires politiques vont très rapidement retourner contre vous. Il faut retourner à un esprit démocratique et libéral, y compris lorsqu'on a le pouvoir.